La plupart des écosystèmes sont modifiés par l'homme. Leur sauvegarde est aujourd'hui un enjeu majeur. C'est l'objet même de la biologie de la conservation. Ce petit papillon appartenant au genre Maculinea nous permet de mieux comprendre l'intérêt de la biologie de la conservation pour la protection de la nature. Sa chenille débute son développement sur une plante, mais elle ne pourra l'achever qu'après avoir séjourné dans le nid d'une fourmi rouge. En raison de ce mode de vie si particulier, ce papillon présente une importante valeur scientifique et appartient au patrimoine biologique mondial. Pour protéger le Maculinea, il faut s'intéresser aux plantes et aux fourmis dont il dépend. Dans les milieux humides européens, il existe 3 espèces de Maculinea. L'azurée des mouillères, Maculinea alcone, l'azurée de la sanguisorbe, Maculinea teleius, et l'azurée des palus, Maculinea nositus. On les appelle azurées en raison de la couleur bleue des ailes du mâle. Les Maculinea sont de petits papillons de la famille des lycènes. Ils obéissent aux règles de la reproduction sexuée. Après l'accouplement, la femelle va déposer ses œufs sur la plante spécifique de son espèce. Les femelles de Teleius et de Nositus introduisent leurs œufs profondément au sein des boutons floraux de la sanguisorbe. Après l'éclosion, la chenille va se développer pendant environ 3 semaines à l'intérieur de l'inflorescence. De son côté, la femelle d'Alcone dépose ses œufs sur la gentiane des marais, de préférence sur les fleurs. Comme Teleius et Nositus, Alcone débute son cycle à l'intérieur des inflorescences de la plante hôte, où les chenilles vont également demeurer environ 3 semaines. Après avoir effectué sa 3e mue, la chenille, qui a très peu grossi depuis l'éclosion, quitte la gentiane en fin de journée, alors que les fourmis de l'espèce hôte partent à la recherche de nourriture. La chenille perce un trou dans la fleur,
puis se laisse tomber au sol. Elle dispose alors de quelques heures pour qu'une fourmi la découvre par hasard et l'emporte à la fourmilière où elle séjournera une dizaine de mois sans sortir. Les relations entre les chenilles et les fourmis sont étudiées en laboratoire dans des nids en plâtre, où les colonies sont abritées sous une plaque en verre, recouverte d'un filtre rouge pour créer l'obscurité à l'intérieur du nid. Nous allons observer avec ce dispositif ce qui se passe dans le cas de Maculinea halcone. Pour provoquer l'adoption, une chenille est déposée dans l'aire de récolte d'une colonie de la fourmi hôte, Myrmica scabrinodis. La chenille laisse indifférente certaines des fourmis qui la rencontrent. Par contre, elle semble très attractive pour d'autres qui l'examinent plus ou moins longuement à l'aide de leurs antennes et lèchent sa cuticule. Cette dernière est recouverte de substances hydrocarbonées qui semblent impliquées dans l'adoption des chenilles par les fourmis. Ces hydrocarbures cuticulaires mimeraient en effet ce que l'on trouve sur les larves des fourmis hôtes et les induiraient en erreur. Lorsque les fourmis appartiennent à l'espèce hôte spécifique, ce qui est le cas ici, la chenille est emmenée au nid où elle aura toutes les chances d'être adoptée. Si ce n'était pas le cas, la chenille serait traitée comme une proie ordinaire et tuée. En ce qui concerne les chenilles de Teleus et Nositus, l'adoption se déroule différemment. Elles sont emportées à la fourmilière à la suite d'un cérémonial particulier où sont impliquées des glandes spécialisées. L'une d'elles, la glande de Newcomer, produit une substance sucrée dont les fourmis sont friandes. Dès que sa présence est acceptée dans le nid, la chenille est déposée par les fourmis au contact du couvain. Elle se met alors à dévorer les larves de ses hôtes et commence sa phase principale de croissance. Durant tout son séjour dans la fourmilière, la chenille demeure l'objet de l'attention constante des fourmis. Cette phase de croissance connaîtra un coup d'arrêt à l'approche de l'hiver. Durant cette période, toute la fourmilière va vivre au ralenti. Au retour des beaux jours, la chenille recommence à prendre du poids. Non seulement la chenille dévore des larves, mais elle est également nourrie par trophalaxie, c'est-à-dire à partir de nourriture régurgitée par les fourmis, à la manière dont celles-ci procèdent entre elles. Il arrive également que les chenilles s'alimentent à partir de nourriture solide qui leur est présentée par les fourmis. Les chenilles produisent des déjections plus ou moins liquides, dont leurs hôtes les débarrassent, la plupart du temps. Les chenilles, parfois nombreuses, se développent à l'abri de la plupart des parasites et des prédateurs. En échange de cette protection, il semblerait qu'elles procurent à leurs hôtes de la nourriture sous forme de sécrétion produite par la glande de Newcomer. À la fin du mois de juillet, la chenille s'immobilise, puis se transforme en chrysalide. D'abord de couleur rosée, celle-ci prend progressivement une coloration de plus en plus foncée. Au bout d'une quinzaine de jours, la chrysalide laisse apparaître par transparence la couleur des ailes du futur papillon. Enfin, généralement en début de matinée, le papillon émerge. Après s'être dégagé de l'enveloppe nymphale, il se met en quête d'une ouverture pour quitter le nid. C'est un nouvel organisme inconnu des fourmis qui apparaît, générant de leur part des réactions parfois agressives. Dès qu'il a trouvé la sortie, il quitte le nid et part à la recherche d'un support pour déployer ses ailes.
un brin d'herbe fait généralement l'affaire. Après s'y être fermement agrippé, il déploie progressivement ses ailes et attend qu'elles durcissent. Le papillon, enfin prêt, pourra alors s'envoler. Les maculinéas vivent en étroite relation avec les fourmis et ne peuvent accomplir leur cycle de développement en entier sans leur présence. Ce sont ce qu'on appelle des myrmécophiles obligatoires. Dès le début de leur vie imaginale, les papillons devront faire face à de nombreux prédateurs. Les adultes vont mettre à profit les quelques jours que durera leur vie pour perpétuer leur espèce. Bien qu'abritées dans les inflorescences, les chenilles de Téléus et Noscitus peuvent être parasitées par une petite guêpe, Neotypus pusillus. En raison de la complexité de leur cycle de vie, les maculinéas sont également exposés à des menaces indirectes. Que l'un de ses partenaires, plante hôte ou fourmi hôte, disparaisse, et le papillon disparaîtra. La dégradation du milieu de vie des plantes et des fourmis hébergeant les maculinéas s'est accompagnée d'une forte régression de ces derniers, d'où une présence de plus en plus restreinte en Europe. Dans la région Rhône-Alpes, quelques zones humides abritent encore les trois espèces. Les marais de Lavour et de Chautagne font partie de la vallée du Haut-Rhône, entre Savoie et Jura. Ils occupent une dépression bordée de montagnes, irriguée par le Rhône. En hiver, les crues du fleuve inondent régulièrement ces marais. Celui de Lavour est d'origine glaciaire. En son centre, il recèle une tourbière alcaline qui atteint 10 mètres d'épaisseur. La tourbe y fut exploitée pendant des siècles pour le chauffage de l'habitat. En été, le marais était fauché intégralement. Les paysans y menaient leurs bêtes à des périodes bien précises. En ce temps-là, le marais était source de revenus pour les hommes. En l'exploitant, ils maintenaient l'écosystème en équilibre. Tout bascule à la fin du XIXe siècle. Les crises agricoles et l'exode rural laissent un marais où la végétation reprend sa dynamique naturelle. L'aulne glutineux et la bourdaine envahissent les prairies abandonnées, puis évoluent rapidement vers l'aulnée glutineuse, le stade forestier ultime. À partir de 1970, le marais intéresse à nouveau l'agriculture. Les prairies sont labourées et drainées pour permettre la culture des céréales, surtout le maïs. Ces nouvelles pratiques, soutenues par la politique agricole commune, génèrent des paysages uniformes et bouleversent les écosystèmes. La culture du peuplier aussi ronge le marais. Les politiques d'aménagement du territoire se révèlent alors incohérentes. Aujourd'hui encore, les pouvoirs publics accordent des aides financières à cette agriculture intensive, tout en déclarant vouloir préserver les zones humides. Par ailleurs, les barrages hydroélectriques réalisés dans les années 1980 sur le cours du Rhône ont profondément perturbé l'hydrologie de l'ensemble de la plaine alluviale. L'utilisation de l'énergie hydraulique, renouvelable et non polluante, n'est pas sans conséquences écologiques. En 1984,
l'État classe 474 hectares du Marais en réserve naturelle. Il devenait urgent de préserver ce patrimoine biologique exceptionnel et de le faire découvrir au public. L'eau qui conditionne l'existence même des marais ne facilite pas leur accès. Pour accueillir et informer les visiteurs dans de bonnes conditions, un sentier sur pilotis traverse la réserve naturelle. La découverte des milieux naturels est ainsi rendue possible en toute saison. La réserve naturelle est gérée par l'Entente interdépartementale pour la démoustication, qui a développé un important savoir-faire en matière de génie écologique pour les zones humides. Parmi les membres de la commission scientifique attachée à la réserve, Yves Rosier étudie la biologie de la conservation des maculinea. Connaître, observer, étudier. Les chercheurs s'investissent sur le terrain pour la conservation du patrimoine naturel. Les méthodes d'analyse des populations de papillons passent par le comptage de ces insectes. Là, sur l'ensemble des transects, alors bon, aujourd'hui on va faire le numéro 2. Yves Rosier et Fabrice Darino, le conservateur de la réserve, localisent la station à échantillonner. Donc, la prochaine section, elle est au boulot. Puis l'observateur suit un transect, c'est-à-dire une ligne de longueur connue, depuis lequel il compte, de part et d'autre, le nombre de maculinea. Cette collecte d'informations, réalisée avec une fréquence régulière, permet de calculer des indices relatifs d'abondance. On en déduit les variations d'effectifs en fonction du temps et des différentes pressions exercées sur le biotope. L'objectif est de mieux comprendre les relations spatiales entre les différents partenaires et le fonctionnement de la métapopulation. Par métapopulation, on entend l'ensemble des sous-populations séparées par des barrières géographiques, mais reliées entre elles grâce au mouvement de dispersion des individus. Les maculinea sont des insectes relativement sédentaires qui ne s'élèvent guère au-dessus de 10 mètres. Le cloisonnement des colonies par les rideaux d'arbres empêche les papillons de migrer vers d'autres terrains. Le brassage génétique s'en trouve réduit et à plus ou moins long terme, un taux élevé de consanguinité peut anéantir les populations à faible effectif. Il est donc indispensable de favoriser les échanges entre les diverses colonies par la création de corridors. À Lavour, les recommandations des scientifiques ont ainsi conduit à pratiquer des ouvertures dans des rideaux d'arbres séparant les habitats favorables aux maculinea. Outre le suivi des adultes, l'analyse de la distribution des pontes est source de nombreuses informations pour l'estimation des effectifs des maculinea et de leur répartition spatiale. Chaque espèce de maculinea a des exigences spécifiques. Il est alors indispensable de prendre en compte non seulement la répartition des plantes hôtes, mais également celle des fourmis hôtes. L'absence de corrélation sur le terrain entre le nombre de plantes hôtes et le nombre de fourmilières indique que la survie des maculinea dépend principalement d'une densité suffisamment élevée des fourmilières. Les chances de récupération des chenilles tombées au sol sont ainsi augmentées. Chaque espèce de myrmica est sensible aux variations microclimatiques et s'installe selon une hauteur de la strate herbacée qui lui est spécifique. Avant toute action de gestion, il est indispensable de vérifier l'identité des fourmis hôtes.
En l'absence d'informations précises, il faut poursuivre la gestion traditionnelle qui avait permis aux papillons de se maintenir. Alain Rogeau de la Passe, chercheur à l'Université du Maine, étudie les relations entre les fourmis et les Maculinea. Les méthodes qu'il utilise ont été appliquées à Lavour pour déterminer la nature de la fourmi hôte locale de Maculinea halcon. Ainsi, les scientifiques fournissent aux gestionnaires non seulement les connaissances de base, mais également des outils pour les aider dans leur prise de décision. Au vu des étroites relations existant entre les différents partenaires, on comprend désormais mieux l'importance de considérer l'ensemble papillons, plantes, fourmis dans la préservation des espèces de Maculinea. Les Maculinea de la réserve sont inféodés aux bas marais alcalins, dont la végétation se développe sur un sol imbibé d'eau. Le contrôle du niveau de la nappe phréatique est nécessaire pour connaître l'état de santé de l'écosystème. D'autant que certaines activités autour de la réserve naturelle altèrent l'hydrologie du marais. Si l'hydromorphie du sol est correcte, la prairie marécageuse abrite naturellement les plantes hôtes des Maculinea. Il suffit alors d'entretenir le tapis herbacé avec des moyens appropriés. Dans cette optique, il est utile de s'inspirer des pratiques traditionnelles, telles que la fauche et le pâturage, qui ont permis à ces espèces d'arriver jusqu'à nous. Le sol tourbe du marais oblige le gestionnaire à utiliser des tracteurs spéciaux, dotés de pneus très larges, gonflés à basse pression. Ouais, bonjour. Voilà, donc ce qu'il faudrait, c'est au fond, la zone des rumex, en fait. Sur les terrains plus portants, l'idéal est de proposer aux agriculteurs d'intervenir eux-mêmes. Comme le gestionnaire, ils doivent attendre la fin du mois d'août pour faucher, afin qu'un maximum de chenilles ait quitté les plantes hôtes. Le foin est certes de moins bonne qualité qu'au début de l'été, mais des aides financières peuvent être accordées aux agriculteurs pour compenser le manque à gagner. Le pâturage en marais doit être extensif pour ne pas abîmer les sols fragiles et pour préserver les plantes. Dans la réserve naturelle, les troupeaux sont déplacés au cours d'une même saison sur diverses parcelles pour répartir la pression de pâturage. Cependant, les sanguisorbes et les gentianes sont parfois broutés, ce qui peut perturber le cycle vital des Maculinea. La fauche et le pâturage ne sont jamais réalisés sur la totalité de la prairie la même année, afin d'offrir de larges zones refuge pour les papillons et les fourmilières. Certaines prairies, où vivaient autrefois les Maculinea, sont presque boisées. Le matériel moderne permet de restaurer le tapis herbacé en une succession d'opérations bien déterminées. Les jeunes arbres sont broyés avec une pelleteuse équipée de chenilles très larges. Les souches sont ensuite enfouies dans la tourbe pour empêcher les rejets. Une année plus tard, un broyeur puissant pulvérise les résidus de branches laissés au sol et rend ainsi un terrain totalement dégagé, apte à être fauché ou pâturé. La prairie repousse en quelques années grâce aux innombrables graines stockées dans le sol et les Maculinea auront alors une chance d'y réapparaître. Dans le cadre d'une application plus générale, chacune de ces recommandations est à adapter selon la région considérée et les caractéristiques des localités abritant des populations de Maculinea. Les Maculinea font partie des nombreuses espèces animales ou végétales menacées de disparition. La constitution d'un réseau européen de zones de protection et de conservation et l'apport de la biologie de la conservation devrait permettre d'éviter l'extinction de certaines de ces espèces. L'enjeu ne consiste pas seulement à sauvegarder les zones humides et leur remarquable biodiversité. Tous les milieux naturels sont concernés.
les actions de gestion sont devenues indispensables.